reprendre un tweet, enfin un post que vous avez fait sur X, où vous listez les nouveaux pays qui viennent d'envisager de reconnaître l'État palestinien. Donnez-moi une petite seconde. Et en sachant qu'encore une fois, en Israël, on a de plus en plus, aussi bien de médias que de groupes politiques, évidemment pas Netanyahou, qui sont pour une reconnaissance de l'État palestinien, et qui parlent même d'Israël-Palestine. C'est le cas de nos confrères de Plus 972 Mag, le meilleur média citoyen israélien, on les salue. Donc là, j'affiche votre poste. 10 nouveaux États occidentaux envisagent de reconnaître l'État palestinien. L'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, le Luxembourg, le Portugal, la République de Malte et la micronation de Saint-Marin. Alors, Saint-Marin et Malte, on voit que le Vatican n'est pas forcément étranger à tout ça. Et le Vatican qui a reconnu, Vatican qui a reconnu l'État palestinien. Si vous voulez, sur cette affaire d'État palestinien, moi, depuis que j'ai créé mon parti politique, j'ai publié hier ou avant-hier, j'ai republié un communiqué qu'on avait sorti le 10 juillet 2014, donc il y a 11 ans, déjà sur la situation à Gaza, où déjà j'expliquais que nous, on milite pour la reconnaissance d'un État palestinien. Pourquoi ? D'abord parce que nous, on est favorable à l'application du droit international public. Or, le droit international public, il est établi par l'Organisation des Nations Unies. Or, l'Organisation des Nations Unies, officiellement, le problème au Proche-Orient doit être réglé par une solution à deux États, avec Jérusalem étant la capitale commune des deux États. Moi, je ne me fais qu'appliquer ce qui a été convenu au sein des Nations Unies. J'ai rappelé dans ce communiqué de 2014, que je rappelle aussi aujourd'hui, on a un problème de fond avec Israël, c'est qu'Israël ne se sent pas contraint d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité. Ça commence par les deux premières, les deux célèbres, la 242 de 1967, la 338 de 1973. Alors, à partir du moment où on a un État, puis après il y a toutes les autres, il y a un État qui ne respecte jamais les résolutions, en fait, l'État israélien est un État qui est en fait en dehors du droit et qui pour nuancer la situation et essayer de développer le débat, comme vous le savez, entre-temps, Netanyahou a réussi à imposer dans l'intellect israélien, dans la culture et dans l'idée, la zeitgeist israélienne, que Palestine égale extermination des Juifs au Moyen-Orient. C'est quelque chose d'inconscient qu'il a réussi à faire entrer, ce qui justifie de violer le droit international, ce qui justifie la situation à Gaza, les affamements, etc. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a des déclarations qui sont condamnées par Haaretz et Plus 972 Mag, où on voit des timbrés à la Knesset qui disent « mais oui, bien sûr, le but ». Là, dernièrement, un type a dit sur X bah oui, c'est très bien de reconnaître la Palestine parce que si Dieu le veut, dans quelques mois, il n'y aura plus rien à reconnaître. Et ça, ce n'est possible que quand on a créé une situation culturelle qui est profondément ancrée maintenant dans 30% de la population israélienne, qui est « c'est eux ou nous ». S'ils existent, ces Palestiniens, si cet État existe, on va mourir. On va être renvoyé en Europe et on va être pogromé et on va être exterminé. Comment on désinstalle ça ? Parce qu'après, Israël fait une puissance nucléaire, donc, ils font un peu ce qu'ils veulent. Alors, ce qu'il faut savoir, je rappelle pour les gens qui n'auraient pas tout à fait une parfaite connaissance du dossier, c'est que en 1988, l'OLP, avec Yasser Arafat en exil en Algérie, à Alger en novembre 88, a proclamé la création de l'État palestinien. Et ipso, ça s'est produit à Alger, et tout de suite, il y a eu, je ne sais plus, une dizaine, une quinzaine d'États qui ont reconnu l'État palestinien. Aujourd'hui, il y a 193 États des Nations Unies. Aux Nations Unies, il n'y a que quelques rares États qui ne sont pas aux Nations Unies, notamment Taïwan, puisque Taïwan est censé faire partie de la Chine. Et lorsqu'on reconnaît la République populaire de Chine, dans les lettres d'échange de reconnaissance, on reconnaît que Taïwan fait partie de la République populaire de Chine, ce qui fait que d'ailleurs, à chaque fois, c'est une petite incidente, mais à chaque fois qu'on critique Taïwan, on ne respecte pas la parole de la France. Mais quand on critique, nous n'avons pas à nous mêler de Taïwan, puisqu'on l'a reconnu. On a reconnu que Taïwan faisait partie intégrante de la République populaire de Chine. Mais je reviens à mon histoire. Donc maintenant, il y a 193 États des Nations Unies, et il y en a 147 qui reconnaissent l'État palestinien.
c'est-à-dire 76%. Ce qui a donc, rapidement, je ne vais vraiment pas vous interrompre, mais j'ai la carte de 2023 où c'était 138, c'était déjà après le 7 octobre, et là vous avez dit 147. Donc, alors 147, il y a eu, et alors depuis en 2024, alors ça c'est très important, parce qu'il y a tout un narratif que vous avez cité, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas reconnaître l'État palestinien parce que ça serait un cadeau au Hamas, on reconnaîtrait le terrorisme. Mais c'est le contraire qui est vrai. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les attentats du 7 octobre, sur lesquels d'ailleurs il y aurait beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, les choses ne viennent pas de France, mais viennent d'Israël eux-mêmes. Hein. Vous avez vu. Alors, je vais l'afficher entre parenthèses rapidement. Je sais que vous pouvez garder votre propos en tête. Vous avez suffisamment de mémoire de travail pour ça. En effet, toujours en Israël. Là, on a les sous-titres arabes parce que, bien sûr, ce jeune soldat s'exprime en hébreu et donc témoigne devant la presse israélienne. Nous avons reçu l'ordre de la brigade Golani, des commandants de la brigade Golani le 7 octobre, d'arrêter les patrouilles autour de la frontière de Gaza. Plusieurs soldats israéliens ont accusé Netanyahou de négligence délibérée. C'est pas de négligence juste stupide, responsabilité par négligence, mais de négligence délibérée dans les attentats du 7 octobre. Donc en effet, et ça c'est en Israël, hein, c'est la presse israélienne qui rapporte ça. Il y a eu un article aussi dans Tribune Juive il y a 3 mois sur justement les dysfonctionnements étonnants qui étaient arrivés à ce moment-là en matière de surveillance. Il y a eu, vous savez, les Égyptiens avaient dit, le service secret égyptien avait dit, mais on avait prévenu. Donc il y a une clarté qui reste à faire sur ces événements du 7 octobre, sur lesquels d'ailleurs la presse française garde un silence absolu. Bon. J'affiche l'article que vous venez de citer, Tribune Juive, les troublantes défaillances de l'unité 8200 le jour du 7 octobre, par Frédéric Sroussi. Donc on voit encore que la presse israélienne, qu'elle soit citoyenne comme la Tribune Juive, ou plus 972 Mag, ou donc à Haaretz, qui est le plus vieux journal d'Israël, eux balancent des trucs dont le reste de la presse ne fait pas écho. Absolument. Il faut aussi bien reconnaître, il y a quelque chose qui est important à comprendre, je pense, c'est que en France, on a un peu l'impression que Netanyahou égale Israël. Non. Ouais. Non. Vous l'avez dit, il y a peut-être 30%. Mais avant le 7 octobre, la position de Netanyahou. Alors c'est vrai que Netanyahou, au cours des 36 dernières années, il a été Premier ministre pendant quasiment un tiers du temps. Bon, il a été à plusieurs reprises. Là, on est au gouvernement Netanyahou 6. Hein, c'est quand même quelqu'un, c'est une espèce de personnage insubmersible de la politique intérieure israélienne. Mais avant le 7 octobre, il était très impopulaire. Et normalement, il aurait dû être remplacé. Donc le problème, c'est qu'on a en France des gens qui vous disent si on ne peut pas critiquer Israël parce qu'on sera antisémite. Non, c'est pas du tout ça. Parce qu'en Israël, vous avez des gens, et non des moindres, qui sont tout à fait contre la politique de Netanyahou, qui est une politique d'extrême droite. On a vu au cours des derniers jours quelqu'un que je connaissais un petit peu, que j'avais connu il y a une vingtaine d'années quand il était ambassadeur d'Israël en France, qui est Eli Barnavi. Ah oui, excellent. Il a approuvé la reconnaissance de l'État palestinien par Macron. Vous avez des ONG israéliennes de droits de l'homme, notamment Betzer, je crois, qui a eu le Grand Prix des droits de l'homme de la République française en 2018, qui a dénoncé le crime de génocide, qui dit qu'il faut appeler ça un génocide. Bref, il y a plus de démocratie en Israël, même en état de guerre, qu'en France sur ces questions. C'est incroyable. C'est triste, mais c'est exact. Ouais. C'est quand même la vérité. Bon, moi, ce que je pense, c'est que sur les 193 États des Nations Unies, il en manque donc 46 à l'appel, qui sont pratiquement tous les pays sous domination des États-Unis d'Amérique et l'OCDE. Voilà. Et ce qu'a fait Macron, alors pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Je vais y revenir tout à l'heure, mais il a fait quelque chose que je sais que ça peut paraître étonnant dans ma bouche, parce que je considère que c'est le pire président de la République française. C'est tout à votre honneur de... Mais il a fait... Moi j'aime bien, je suis toujours pour la vérité, l'honnêteté et la justice. Il a pris une décision qui, à mon avis, sera peut-être la seule décision s'il la maintient, mais je ne vois pas que maintenant, compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis son annonce du 24 juillet, je ne vois pas qu'il puisse faire machine arrière. Il a pris une décision qui, à mon avis, est une décision réellement historique et, je vais dire, gaulienne. Parce que la reconnaissance de l'État palestinien par la France de Macron, c'est un petit peu la même chose que la reconnaissance de la République populaire de Chine par De Gaulle en 1964, je n'hésite pas à le dire. Donc là, je vous dis, honnêtement, bravo. Et il s'est produit, et ça répond à votre question de tout à l'heure sur les droits de douane, il s'est produit ce phénomène qui est très étonnant, c'est que la France est beaucoup plus forte seule qu'au sein de l'UE. Parce qu'au sein de l'UE, on y serait toujours. Hein, parce que la politique étrangère de sécurité et de défense, placée sous la tutelle de l'OTAN, on ne reconnaît toujours pas.
Là, la France, en bravant de l'Union européenne, en décidant seule, d'un seul coup, il se passe quoi? Eh bien, il se passe que le logiciel France se remet en marche. C'est-à-dire que dans le monde entier, le monde entier, inconsciemment, il a besoin de la France. Il a besoin de ce pays occidental qui est un peu Astérix, qui n'est pas un peuple anglo-saxon, qui est un peuple qui a une tradition très, très lointaine. Ça remonte à François Ier et à Soliman le Magnifique, de bonnes connaissances du Moyen-Orient, et qui a une tradition de proximité du monde arabo-musulman, etc. Et d'un seul coup, dans le monde entier, on se dit, ah tiens, la France. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a cette avalanche de pays, l'Australie, le Canada, le Canada vient de le confirmer, le Royaume-Uni même de Keir Starmer, etc., etc., etc. Le Mexique, voilà. Alors, il y a un point de question, c'est effectivement pourquoi. Alors, on peut échafauder des hypothèses. D'abord, il faut voir que Macron n'a pas fait ça tout seul. Est-ce qu'il est sincère? C'est la première sous-question. Est-ce qu'il est sincère, déjà? Écoutez, pour l'instant, en tout cas, il fait comme s'il l'était. Et pour l'instant, je ne vois pas qu'il puisse faire machine arrière. Deuxièmement, il fait ça avec l'Arabie Saoudite. C'est important. Il y a les deux à la fois. Troisièmement, de mon expérience passée au Quai d'Orsay, je me rappelle que quand même, ne serait-ce que pour la tradition que j'évoquais tout à l'heure, il y avait, alors je ne sais pas ce que ça en est maintenant, mais je crois que ça n'a quand même pas dû être totalement perdu. Il y avait quand même des diplomates de qualité à la direction du Proche et Moyen-Orient. Il y a différentes directions au Quai d'Orsay, il y a des directions géographiques, directions sur des affaires culturelles, directions sur les affaires stratégiques, voilà, etc., etc. Ils ne sont pas tous les diplomates n'avaient pas toujours la même réputation, mais il y a vers l'Orient compliqué, si vous voulez, on a en général souvent eu des bons diplomates, pas toujours. Moi, je verrais assez bien peut-être la patte du Quai d'Orsay, de certains diplomates du Quai d'Orsay, qui ont pu faire valoir peut-être à Macron tout l'intérêt politique et international qu'il pourrait prendre. Et il faut dire qu'il en a bien besoin, parce que pour redresser un petit peu le blason de la France, honnêtement, c'est un bon coup, parce qu'actuellement, la France, elle est devenue tricarde dans le monde entier, puis là, d'un seul coup, c'est une divine surprise. Moi, je me demande quand même, là-dedans, il y a un partenaire qu'il ne faut pas négliger, c'est quand même les États-Unis. Mais Trump est contre la reconnaissance de l'État palestinien. Oui. Mais moi, j'ai toujours un doute. Vous voulez dire, il peut pas le faire directement. Donc moi, j'ai toujours un doute sur Trump, parce que je pense que Trump, c'est un type intelligent, fantasque. C'est certain. C'est comme l'affaire de l'Iran. Et l'affaire de l'Iran, c'est quand même bizarre ce qui s'est passé. Comment il a verrouillé la guerre en Iran. Il est allé contre Netanyahou, c'est un fait. Et il a donné l'impression... Tout en donnant l'impression de soutenir Netanyahou, il a expliqué qu'il avait tout détruit en Iran, toutes les installations nucléaires, c'est pas vrai. Il a utilisé sa fameuse bombe, la GBU 52 ou je sais pas quoi, alors c'est vrai qu'elle fait des trous de 60 mètres dans des falaises, c'est beaucoup. C'est le premier étage de la Tour Eiffel. Mais si les installations nucléaires elles sont installées à moins 500 mètres, ça ne fait rien du tout. Bon, et puis vous avez vu, c'était une espèce de guerre en dentelle, comme on disait au XVIIIe siècle, tirer les premiers. Voilà. Parce que l'Iran a fait savoir qu'elle allait répondre. Trump avait remercié le gouvernement iranien d'avoir prévenu, ça avait permis. Vous savez que l'Iran a envoyé des missiles sur une base militaire américaine au Qatar, je crois, aux Émirats, et donc l'Iran a dit on va tirer dessus. Donc Trump a retiré les troupes pour qu'il n'y ait aucun. Enfin, c'est incroyable. Donc c'est presque une espèce de scène chantée qu'on a eu à faire. Pour illustrer votre propos, ça vient de tomber. Donc Trump a déclaré à un donneur juif. Alors on peut penser que c'est peut-être Sheldon Adelson, qui est le patron du groupe Sands, les casinos, qui connaît très bien Trump parce qu'ils ont été dans le même métier, donc casinotier pendant longtemps, et qui est un partenaire politique des Républicains depuis peut-être 40 ans. Ma base est en train de détester Israël. Et c'est le Financial Times qui rapporte ça, alors que pourtant la base de Donald Trump, ce sont quand même les protestants sionistes traditionnels, les chrétiens conservateurs, etc. Et là, on aurait un changement, et on sait d'ailleurs que Trump avait été parvenu à réconcilier dans le conservatisme
le vote musulman et le vote juif, enfin, et une certaine frange du vote juif aux États-Unis, ce qui avait été à l'époque salué comme un tour de force. Donc oui, est-ce que c'est pas quelque chose, là, ce que vous dites? Parce que ce qu'il a dit est vrai. C'est qu'il y a quand même, on le voit partout, on le voit en France, on le voit un peu partout, c'est que la politique de Netanyahou est avec affublé de ces deux ministres là, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui sont quand même des extrême droite. Ouais. Et il est en train de ruiner le crédit moral qu'avait acquis Israël après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que maintenant, c'est très impressionnant, c'est très, très impressionnant. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de juifs éclairés, de juifs intelligents, etc. Vous avez parlé d'Ali Barnavi. Oui, par exemple, mais il n'est pas le seul, qui se rendent compte quand même du problème. Parce que il y a quelque chose que, moi, le narratif officiel qui nous est ressorti, alors ce qui est terrible, c'est la scène politique française. Madame Le Pen, M. Bardella, M. Zemmour et Knafo, c'est un vote communautariste, quasiment une position communautariste. Mais Le Pen, Bardella, Bellamy, Wauquiez, etc., Marion Maréchal, tout ce petit monde reprend à son compte tout le narratif de Netanyahou sans aucune distance. Mais c'est incroyable. Parce que si demain Netanyahou, peut-être qu'il va un jour, il va peut-être gicler Netanyahou, parce que peut-être que il y a quand même une opposition en Israël qui est importante face à ça. Et donc, il devrait faire quand même très, très attention, parce que la politique de Netanyahou, objectivement, est en train d'aliéner le monde entier contre cette politique. Parce qu'ils reprennent le narratif, oui, mais c'est parce qu'il y a 49 otages, le Hamas n'a qu'à rendre les otages. Mais moi, je l'ai expliqué. J'attends que quelqu'un me réponde. Mais l'argument qui consiste à dire c'est normal qu'il y ait 70 000 morts, 80 000 morts, des dizaines de milliers de femmes et de bébés, d'enfants qui soient morts tant qu'ils n'ont pas rendu les 49 otages, moi je suis sidéré. Parce que c'est exactement l'argument de la responsabilité collective qui était celui de Hitler et de Goebbels lorsqu'ils lancent la fameuse nuit de cristal le 9 octobre 1938. Vous savez qu'il y avait un attaché d'ambassade allemand qui s'appelait von Rath, qui a été assassiné à Paris en octobre 1938 par un ressortissant juif allemand, je crois. Et Hitler et Goebbels ont tiré argument de ça pour faire alors un vrai pogrom à grande échelle, qu'on a appelé la nuit de cristal. Et il y a eu plus d'une centaine de juifs allemands qui étaient totalement innocents, qui ont été lynchés, qui sont morts. Il y a eu des milliers de commerces, il y a eu des centaines de synagogues qui ont été brûlées par responsabilité collective. Mais enfin, c'est ça la barbarie. C'est-à-dire que, je suis désolé, mais voir des milliers de petits bébés qui ont 2 mois, 3 mois, enfin, il faut avoir un cœur de pierre, faut même, je ne sais pas comment qualifier ça. Ils ne sont pas responsables des 49 otages, si tant est qu'il y a encore 49. Et avec le même, on voit d'ailleurs le même préalable psychologique, c'est-à-dire que pour imposer ça, pour rendre ça tolérable en Allemagne, Hitler avait d'abord patiemment créé un narratif, c'est les Juifs ou nous. Tant qu'ils existent, nous, le peuple allemand, on va être exterminés à cause d'eux. Alors avec tout un tas de méthodes, etc. Et on a l'impression que c'est exactement le même narratif qui est en train d'arriver aujourd'hui sur la Palestine. C'est-à-dire, tant qu'ils existent, on est menacé physiquement. Tous les enfants sont des terroristes. Ils vont devenir terroristes tôt ou tard, donc autant se débarrasser d'eux dès maintenant. On a l'impression que c'est vraiment ça qui s'est installé dans une certaine partie de la population israélienne aujourd'hui. Avec une tentation d'ailleurs de décalquer cette affaire-là sur la scène politique intérieure française, ce qui, moi, compte tenu des objectifs qui sont les nôtres, c'est d'accéder au pouvoir en France et d'assurer la paix civile, ne laisse pas que de nous inquiéter, parce que vous avez en France des forces de part et d'autre qui veulent, on a l'impression qu'ils veulent forcer la France à reproduire cette espèce de conflit hystérique qu'il y a entre juifs et palestiniens en France. Avec d'un côté des forces qui s'expriment sur CNews, alors c'est pas étonnant que je sois jamais invité sur CNews, qui s'expriment sur CNews et qui, toute la journée, 24 heures sur 24, passent sur leur temps à cracher sur les Arabes et sur l'islam, avec Zemmour et Sarah Knafou qui sont là au passage, et de l'autre côté, avec LFI, Rima Hassan, Émeric Caron, qui toute la journée, eux, passent leur temps à dénoncer les méfaits d'Israël. On a l'impression que de part et d'autre, ils voudraient créer une situation de guerre civile en France. Oui, la polarisation est maximale. C'est pour ça que je pense que c'est un sujet qui, quand même, doit être très important
avoir à l'esprit, comme je l'explique aux gens qui veulent bien m'écouter. Il y a en France, il y a 68 millions de personnes. Il y a 700 000 juifs français. Vous avez 7, 8, 9 millions de musulmans français. Et puis vous avez 60 millions de Français qui ne sont ni juifs ni musulmans. Et il faut que tout ce petit mot s'entende. Voilà. Et donc je pense qu'il est sage. C'est pour ça que j'approuve ce que fait Macron, qui d'ailleurs est soutenu au passage. On est vraiment dans un truc tout à fait renversant. Au Parti socialiste, quelqu'un comme Jérôme, je suis exactement du même accord que Jérôme Guelsch, qui est juif, qui est au Parti socialiste, qui est favorable à la reconnaissance de l'État palestinien, parce que l'idée qui se cache derrière, c'est l'idée qu'il faut tout faire pour désamorcer le Hamas et favoriser le Fatah. Je rappelle que lors de la proclamation en novembre 88 de la création de l'État palestinien, l'OLP avait reconnu la légitimité des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité dont je parlais tout à l'heure, de 67 et de 73, et avait reconnu l'existence de l'État d'Israël. Hein. Ça, c'est très, très important. C'est pas le slogan du Jourdain à la Méditerranée. Et donc, or, il y a aussi un autre truc qui, là aussi, n'est pas dit dans les grands médias français, mais qui a été celui qui a mis les pieds dans le plat, c'était José Borrell, le haut représentant de la politique étrangère européenne. Il l'a dit en janvier ou février 2024, donc c'était pas il y a très longtemps. C'était dans l'ancienne commission. José Borrell, il a dit que c'était Israël qui avait créé et financé le Hamas, dans l'objectif cynique de diviser les Palestiniens, de telle sorte que... Parce que l'ennemi juré du Hamas, c'est le Fatah. Et il ne faut pas se tromper, même si le Hamas s'est félicité de la reconnaissance de l'État palestinien, le Hamas, en fait, c'est un coin qui a été lancé pour diviser les Palestiniens et pour coller l'étiquette aux Palestiniens de forces extrémistes. Moi, je pense qu'il faut... Et aussi pour terroriser les Juifs, pour créer cette association systématique palestinien égale massacreur, égorgeur. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment tout faire pour rassembler dans les deux camps. Il y a quand même dans les deux camps des gens raisonnables, quand même. Et donc, il faut mettre de côté les Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, qui puisent la sève de leur existence dans l'existence du Hamas et réciproquement. Il faut vraiment écarter les extrémistes pour essayer d'avoir Je vais afficher rapidement quelques titres justement de la presse israélienne. Là, donc, ce sont nos confrères de Plus 972 Mag qui parlent, donc, qui se présentent comme journalistes indépendants d'Israël-Palestine. Donc là, la promotion de la solution à deux États est extrêmement claire pour eux, et ce sont des anciens de l'armée israélienne. Hein. Et voilà leur couverture sur l'utilisation du terme génocide. Et bien sûr, à Haaretz, quand on défile, là je tapais les articles sur Netanyahou, ça c'est la première page d'Haaretz aujourd'hui. Voilà. Que doit faire Israël pour arrêter les affamements à Gaza immédiatement? 5 universitaires confirment que Netanyahou a une stratégie d'affamement à Gaza. Ça, c'est la une d'Haaretz, 31 juillet 2025, aujourd'hui. Donc, on voit qu'en effet, il existe des voix en Israël qui sont tout à fait favorables à la solution à deux États et qui seraient tout à fait d'accord pour la reconnaissance de l'État palestinien. D'ailleurs, on a aussi notre confrère Meron Rapoport de Mekomit, je vais les afficher aussi, qui intervient souvent sur la chaîne et qui est complètement favorable à ça. Voici la une de Mekomit que j'affiche maintenant, autre média citoyen de référence, et voici Meron Rapoport ici. Donc c'est vrai qu'on nous présente pas ça assez dans les médias. On a des gens qui tirent un profit réel, aussi bien politique qu'économique, voire parfois pseudo-religieux, d'une polarisation. Dans les deux camps, d'ailleurs. On a qui sont très contents quand tout est à deux doigts de péter et quand on se dit Dieu reconnaîtra les siens. Quoi. Ce qui est absolument dramatique. Alors, peut-être, et c'est là l'hypothèse que je formule, elle vaut ce qu'elle vaut, mais finalement, je pense qu'elle ne peut pas, il ne faut pas l'écarter d'un geste, d'un revers de la main, que peut-être Trump ait pu dire vaguement, plus ou moins ouvertement à Macron, essayez de faire ça. Voilà. Puis voir si ça marche ou si ça marche. En tout cas, c'est pas écarté. Oui, d'accord. C'est pas écarté parce que lui-même, il a fort à faire, hein, Trump. Il a, au sein des États-Unis d'Amérique, ça tire à lui et à dire. La puissance du lobby pro-israélien avec l'AIPAC n'est plus à démontrer. Vous avez un lobby maintenant pro-musulman aux États-Unis qui se développe, hein, qui n'est pas non plus
Il suffit de voir, par exemple, la mairie de New York, etc. Donc, il est tiré à eux et à dire, Trump, là-dedans. Et moi, je vais pas forcément, c'est pas forcément à exclure l'hypothèse qu'il ait dit à Macron, écoutez, allez-y. Ok. On va voir ce qui se passe. Voilà. C'est, Parce qu'il l'a désavoué, mais mollement. Il a dit oui, ça compte pas beaucoup, mais il n'a pas. Et puis là, bon, moi, quand je vois Keir Starmer, le Britannique, qui dit la même chose, bon, quand je vois maintenant c'est le Canadien, alors le Premier ministre canadien vient de le dire, alors Trump a dit, dans ces conditions, je vais pas être tendre dans la négociation sur les droits de douane. Je ne sais pas. Je me demande s'il n'y a pas là-dedans une commedia dell'arte avec des positions. Moi, j'avais eu ce sentiment déjà sur l'affaire iranienne. J'avais eu le sentiment que Trump, à la fois, il soutenait Israël et à la fois, il ménageait l'Iran quand même. Beaucoup. Et puis, il y a eu aussi un phénomène qui s'est passé avec l'Iran. C'est quand même que Israël a été atteint sur son propre territoire. C'est-à-dire que le dôme de fer n'a pas fonctionné à 100%, loin de là, parce qu'on a découvert que l'Iran, ça c'est encore une autre histoire, c'est qu'à focaliser... Les Iraniens sont des gens super subtils. C'est vraiment, parmi les diplomates, c'est hérité de 2500 ans d'âge quand même. C'est l'empire perse, etc. Bon, moi je me demande parfois si les Iraniens n'ont pas joué un jeu hyper subtil, consistant à faire croire qu'ils allaient se procurer la bombe atomique. Et pendant que ça focalisait l'attention là-dessus, au même moment, ils faisaient quelque chose de beaucoup plus redoutable, c'est qu'ils mettaient sur pied des missiles hypersoniques à changement de direction brutaux. Parce que c'est ça le truc. Parce que l'intérêt d'avoir une bombe nucléaire quand on est l'Iran, c'est pas si évident. Parce que si vous tirez une bombe nucléaire sur Israël, d'abord, il y a l'équilibre de la Terre, il faut quand même pas l'oublier. C'est-à-dire qu'Israël a 400 à 500 ogives nucléaires dans le désert du Negev. Si d'aventure l'Iran avait voulu lancer une bombe, imaginons qu'un jour l'Iran ait une bombe nucléaire, c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Chirac. Il s'était fait agonir d'injures, mais il avait raison. Il s'était fait traîner dans la boue par la presse. Bon, mais Chirac avait dit mais quel est le problème que l'Iran ait la bombe atomique, parce que de toute façon Israël les neutralisera tout de suite. Bon, il y a quand même le problème de l'équilibre de la Terre. Mais en plus de ça, il faudrait quand même bien viser. Parce que Israël est un État qui n'a pas de profondeur stratégique. C'est quoi? C'est 30-40 kilomètres. Et donc, juste à côté, il y a les alliés qui sont le peuple palestinien. Donc, si vous voulez, si la bombe nucléaire, elle a un rayon d'action de, je sais pas, de 4 ou 5 kilomètres, et si elle tombe pas juste à côté, mais qu'elle tombe dans les territoires palestiniens, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça me paraît pas si évident que ça que l'Iran a forcément un intérêt sur cette question. En tout cas, ce que je vois, c'est que pendant ce temps-là, ils ont développé une arme que les pays de l'OTAN n'ont pas. C'est ça la grande truc. Et lorsque finalement Israël a arrêté les frais assez vite, parce que tous les soirs, il y avait quand même des missiles qui tombaient et qui faisaient des morts. Il y a d'ailleurs eu une omerta sur le nombre de morts exacts et de destructions sur le territoire israélien. Oui, et rappelez-vous quand même qu'on a vu quoi? On a vu des Israéliens qui commençaient à quitter le pays. Aller s'installer, plusieurs milliers qui sont allés s'installer au Maroc, etc. Il y a quand même eu ce phénomène. Donc, c'était pas si... ce qui était en train de se produire, et Trump est intervenu peut-être pour éviter à Israël des déconvenues plus importantes encore. Ah, c'est certain, donc, quand on voit la logistique, en effet, le nombre de missiles, puis surtout les facteurs économiques, puisque les intercepteurs coûtent très cher, il n'y avait pas assez d'intercepteurs, et la saturation, qui était l'objectif des Iraniens, était garantie quelques jours plus tard. Donc Trump a créé une sortie de guerre, en plus avec ce terme très brillant d'un point de vue historique, guerre des 12 jours, qui sous-entend donc qu'Israël l'a gagnée, puisque c'est la deuxième guerre des 6 jours. Donc ça permet de la présenter comme une victoire. C'était en effet très malin. Et ça montre une fois de plus que nos médias, quand ils nous racontent que Trump est un imbécile, se trompent complètement.